Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire sur le management des risques. Donc, tout d'abord, je vais présenter Maxime Perrault, qui est un manager des risques pour les grands acteurs territoriaux chez Reliance, qui va m'accompagner pendant ce webinaire. Bonjour. Et puis moi-même, donc Régis Dubo, je suis responsable management des risques pour Reliance, et je m'occupe de l'ensemble de l'offre que l'on propose dans le cadre de nos partenariats. Donc, juste peut-être un tout petit mot sur Reliance avant de rentrer dans le vif sujet du webinaire. Donc, Reliance, c'est un acteur mutualiste en assurance management des risques et qui est acteur, qui agit auprès d'acteurs territoriaux depuis plus de 35 ans aujourd'hui, et puis qui, en plus de ses propositions d'assurance, vous propose un certain nombre de services de prévention et de pilotage sur mesure et innovante pour vous accompagner dans vos problématiques de qualité de vie et de santé au travail. Aujourd'hui, donc, le webinaire qui va nous animer, c'est sur l'absentéisme par le management des risques. La proposition qu'on vous fait, c'est de prendre le prisme management des risques, faire une tentative en une demi-heure, c'est assez court, de ce qu'on entend derrière la notion de management des risques, et puis de l'appliquer à nos connaissances des absences pour raison de santé. Et puis, nous aurons aussi un témoignage en fin de webinaire de M. Xavier Rigaud, DGS mairie bretonne, qui viendra nous parler de son expérience autour d'actions sur l'absentéisme et puis la mesure d'impact qu'il a pu en faire. Donc, le petit rappel aussi pour, si vous ne connaissez pas les principes des webinaires, mais je pense que maintenant tout le monde est bien au fait de ce qu'est un webinaire, mais vous avez en bas à droite deux onglets, un onglet questions et un onglet chat. Sur l'onglet chat, si vous avez le moindre souci technique, comme ça peut arriver, eh bien n'hésitez pas à l'exprimer ici. Il y a aussi Kim Diaz qui n'apparaît pas à l'écran, mais qui veille sur vous dans l'ombre pour vous accompagner sur vos problématiques techniques. Et puis vous avez aussi un onglet questions, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent pendant la durée de la présentation, considérant qu'on prendra un temps en fin de webinaire pour répondre à un maximum de questions. Quand j'ai un maximum de questions, si jamais on n'a pas répondu à toutes les questions, on vous transmettra à l'issue du webinaire la réponse aux questions auxquelles on n'aura pas répondu. Vous aurez aussi le support qu'on va projeter, et puis vous aurez aussi le lien en replay du webinaire de ce jour. Donc, rentrons dans le vif du sujet. C'est moi juste le temps d'aller chercher le support qu'on veut vous présenter. Alors, donc, pas de surprise, la thématique qu'on souhaite aborder, c'est réduire l'absentéisme par le management des risques. Et donc, on s'est posé plusieurs questions pour aborder ce sujet, et peut-être commencer par la notion de risque. Peut-être reposer, nous, notre définition du risque. Des définitions du risque, il en existe plein. Je pense que derrière l'écran, il y a aussi beaucoup de gens qui connaissent parfaitement ces sujets. En tout cas, nous, on va juste exprimer la façon dont nous, on voit les choses. Comment est-ce qu'on le maîtrise? On prendra un petit peu de hauteur aussi avec, si on applique cette définition à la notion de RH, parce que le mot risque RH n'est pas forcément un mot très joli, mais qu'est-ce qu'on entend derrière, pour ensuite faire un focus sur l'absentéisme, et puis comment on applique cette méthode de management des risques sur l'absentéisme, et puis on finira par quelques cas d'usage et le retour d'expérience de M. Rideau que je vous évoquais. Donc, programme bien dense dans la petite demi-heure qu'on va passer ensemble. Donc, si on commence par le premier sujet, c'est quoi un risque pour Reliance? Donc, je vais vous faire grâce à des définitions. Je vous les ai juste remises ici pour que vous les ayez dans le support que vous aurez à la fin du webinaire, mais c'est déjà bien différencier la notion de danger et de risque. C'est deux notions qu'on confond souvent, et où on confond la notion de conséquence et la notion d'événement. Le danger, c'est bien l'événement qui se produit, c'est la propriété ou la capacité intrinsèque d'un équipement à causer un dommage. Ça peut être la source susceptible de causer un traumatisme en fonction des définitions que vous pouvez avoir. Mais le danger, c'est bien l'élément qui peut poser difficulté, qui pose difficulté à partir du moment où il rencontre, en ce qui nous concerne sur la partie RH, qui rencontre un homme ou une femme,
Et donc, ça va être la traduction du risque. Eh bien, c'est la rencontre de notre danger et d'une personne à ce danger. Donc, quand on va parler de risque, eh bien, on va parler aussi de calcul de risque. Et donc, nous, on va considérer que, grosso modo, le risque, c'est la combinaison d'une gravité et d'une fréquence. C'est-à-dire que on a la probabilité que la personne soit confrontée au danger, combinée à l'ampleur des conséquences que peut avoir ce danger sur la personne. Donc, on va remonter sur ces deux notions de danger, de fréquence et de gravité. Et lorsqu'on va parler tout à l'heure des actions de prévention, eh bien, on va forcément sur des actions de prévention qui vont agir soit sur la capacité à empêcher l'événement de se produire, soit d'actions qui vont être là pour réduire potentiellement la gravité si jamais l'événement se produit. Si on prend un exemple très ludique, qui n'a absolument rien à voir avec ce que l'on fait au quotidien, mais malgré tout, la différence entre le danger et le risque, le danger ici, c'est le requin qui est au bord de l'eau. Ça ne restera un danger si on reste sur la berge, bien loin du requin. Il y aura risque, c'est-à-dire risque d'une morsure ou d'une mort uniquement si on nage à côté du requin. Donc on est confronté à notre danger requin. Alors, on est passé très rapidement sur cette notion de risque. Donc, encore une fois, ce que nous on va considérer le risque, finalement c'est la matérialisation de la conséquence d'un événement, donc gravité et fréquence. Et donc la question qui se pose juste après, c'est comment est-ce que on maîtrise ce risque, et c'est la méthode management des risques que nous appliquons sur l'ensemble de nos sujets, une méthode qui est somme toute assez classique dans le monde du management des risques. L'idée, c'est vraiment de l'appliquer à la notion RH. Mais ces trois grandes étapes, lorsqu'on va parler d'un risque, ça va être, premièrement, c'est le comprendre. Comment est-ce qu'on analyse, comment est-ce qu'on est capable d'identifier sa fréquence ou d'identifier sa gravité pour ensuite pouvoir mettre en place le bon plan de traitement. Le bon plan de traitement qui va se combiner en deux. Tout d'abord, quelles sont toutes les actions que je suis capable de mettre en place pour essayer de faire en sorte que l'événement ne se produise pas. Donc, on va parler d'anticipation, on va parler aussi de prévention proactive, la prévention qui va se mettre en place avant que l'événement ne se produise. Et puis, on va parler de prévention réactive, ou de réagir et limiter l'impact, qui va être d'accepter, je n'aime pas le terme, mais accepter que l'événement se soit produit. Et ce qu'on n'accepte pas, c'est la gravité de cet événement. Donc, on va essayer d'en réduire les conséquences. Donc, on va réagir et limiter l'impact de ces conséquences. Donc, soit par des actions réactives, mais c'est aussi potentiellement de pouvoir prendre en charge financièrement les risques que l'on n'a pas pu éviter. Donc, dans le sujet qui nous intéresse plus particulièrement, les absences qui n'ont pas pu être évitées ou qui n'ont pas pu être réduites, eh bien, c'est le rôle de l'assurance ensuite de pouvoir prendre en charge ces événements. Mais le rôle de manager des risques ne s'arrête pas là. Si on veut boucler la boucle, eh bien, il faut aussi qu'on soit capable de mesurer et de faire un retour d'expérience sur est-ce que nos actions de prévention ou de prévention proactive ou réactive ont réellement eu un impact. Et c'est toute la question de la mesure d'impact. Et on sait que sur nos sujets, ce n'est pas toujours évident de mesurer est-ce que l'action de prévention que j'ai mise en place, eh bien, elle a une incidence sur mon absentéisme. Et donc, c'est ce qu'on va essayer d'aborder aussi dans les futurs diapos. Si on applique maintenant cette notion au RH, donc j'ai mis en gros ici le terme risque RH, donc terme qui n'est pas très joli dit comme ça, mais si on applique une méthode de management des risques, l'idée c'est d'essayer d'identifier finalement quels sont tous les événements qui feraient que je n'ai pas mes personnels qui sont en capacité de délivrer une mission d'intérêt général, si on parle dans notre écosystème. Donc, quels sont tous les événements potentiellement qui font que je ne peux pas délivrer mes missions d'intérêt général, et donc ça va être ça la notion de raisonnement risque. Et donc, pour poser ça sur un sujet RH, déjà, c'est bien comprendre dans quel contexte vous êtes aujourd'hui, avec trois éléments qui ressortent de ce que l'on
de ce que l'on entend lorsqu'on vous écoute ou lorsqu'on échange avec vous, c'est que, premièrement, il y a, il y a un sujet de vacances de poste. Comment est-ce que j'attire des candidats, notamment comment est-ce que je fais en sorte que l'image que je dégage de ma collectivité, de l'organisation, de la culture, des conditions de travail, mais aussi liées à la rémunération, aux opportunités d'évolution, tout ça, on sait que ça peut potentiellement être des freins au fait qu'on a des candidats qui ne viennent pas. Mais c'est aussi eh bien, un absentéisme qui est élevé, notamment lié à une moyenne d'âge qui est élevée. On corrèle assez rapidement quand on parle de taux d'absentéisme, par exemple, de 10%, qui est à peu près la moyenne nationale en 2021, ça veut dire que sur un effectif de 10, il y a 100 personnes, sur un effectif de 100, pardon, il y a 10 personnes qui sont absentes le matin. Et donc, ce taux d'absentéisme a tendance à monter, et notamment lié à la moyenne d'âge, à la population qui vieillit. Et lorsqu'on parle de vacances de poste, eh bien, il y a aussi un certain nombre de postes qui ne sont pas occupés parce que les gens sont en arrêt, que ce soit de maladie professionnelle, d'accident du travail ou autre. On sait aussi qu'on est sur des métiers à forte contrainte, donc si on combine une moyenne d'âge qui augmente et les contraintes physiques auxquelles sont confrontés les agents, 75% des agents de la fonction publique territoriale sont de catégorie C et font des métiers qui ont potentiellement une charge assez importante, que ce soit de l'usure liée à la charge, ou que ce soit lié aux postures de travail ou à la charge mentale d'une manière générale. Nous, on a beaucoup des métiers qui ont beaucoup de contraintes. Et donc, si on combine les deux, forcément, là aussi, ça a tendance à moyenne d'âge élevée plus forte contrainte à augmenter le taux d'absentéisme. On sait aussi qu'on a une difficulté autour de comment est-ce que j'engage les personnels au quotidien. On entend souvent la question du sens au travail, non pas dans la question de la fierté d'appartenir à la fonction publique territoriale et de servir l'intérêt général. Ça, il y a relativement peu de sujets dans les études qu'on peut mener. Par contre, plutôt la fierté ou le sens du travail, de la façon dont je le fais au quotidien, la façon dont je suis reconnu au quotidien, la façon dont je vis mes conditions de travail, la façon dont je vis mes relations avec le management, où je vis les relations avec mes collègues, fait qu'au quotidien, je peux perdre le sens de ce que je fais, avec une motivation en berne. Et puis un vrai sujet, notamment sur le management. Et donc, ce qui nous amène aussi au troisième sujet, c'est comment est-ce que on fidélise les personnes au poste, parce que si on a de la vacance de poste, c'est aussi parce qu'on a des personnels qui potentiellement ne restent pas. Donc comment est-ce qu'on travaille sur les équilibres vie professionnelle, vie privée? Comment est-ce qu'on propose des évolutions de carrière, et notamment si je refais le lien encore une fois avec moyenne d'âge élevée et fortes contraintes, on sait aujourd'hui que c'est une vraie difficulté pour maintenir des personnes en poste jusqu'à la fin de leur carrière s'il n'y a pas eu d'accompagnement sur la montée en compétences sur d'autres sujets, et si on n'a pas travaillé sur les postes de travail. Donc des personnels qui vont subir de l'usure professionnelle et pour lesquels on n'a pas forcément de réponse à apporter lorsqu'ils ont 55-60 ans et qu'il n'y a pas eu d'accompagnement tout au long de leur carrière. Donc tous ces sujets, c'est le contexte dit un petit peu rapidement dans lequel vous êtes, et qui nous amène à évoquer trois grandes convictions pour travailler sur le management des risques, et pour travailler sur le risque RH. Et notamment, la première des convictions, c'est que derrière la notion de risque RH, finalement, on entend trois choses. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que on a du personnel disponible, ou plutôt comment est-ce qu'on travaille sur le risque d'indisponibilité des personnels au quotidien. Cette indisponibilité soit liée à des absences pour raisons de santé ou des absences autres. Comment est-ce qu'on fait pour conserver du personnel compétent, ou plutôt comment est-ce qu'on travaille sur le risque d'incompétence, et notamment sur ce que je viens d'évoquer, comment est-ce qu'on accompagne la compétence des personnes tout au long de leur carrière pour bien les accompagner pendant tout leur cycle de vie au travail, et puis comment faire en sorte qu'on ait des personnels qui soient engagés
et donc qui soient reconnus dans le travail, qui ait un management qui leur permette de s'épanouir, sur lequel il y a un sentiment d'égalité de traitement, de répartition de charges, etc., etc. Donc en fait, nous, les trois sujets finalement que l'on met derrière la notion de risque RH, ce sont ces trois sujets-là. C'est comment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'indisponibilité, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incompétence, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de désengagement, hein, pour que la délivrance des missions d'intérêt général se déroule le plus efficacement possible d'un point de vue RH. Il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles la délivrance ne se fait pas. En tout cas, d'un point de vue RH, pour nous, c'est les trois sujets, en tout cas, qu'on souhaite un petit peu marquer, sur lesquels il faut pouvoir agir. La deuxième conviction derrière tout ça, c'est aussi que si on veut agir efficacement en management des risques, hein, c'est forcément des solutions qui sont plurielles et qui puissent agir à la fois sur les individus, à la fois sur les managers et à la fois sur les organisations. Des solutions qui ne toucheraient que l'un ou que l'autre, on sait qu'on aura forcément de la difficulté à avoir un résultat ou une mesure d'impact au bout du bout. Et puis, si on parle de mesures d'impact, hein, la troisième des convictions, c'est que derrière tout ça, il nous faut de la donnée, il faut comprendre, premièrement les phénomènes qui se passent chez vous, mais aussi trouver de la donnée qui nous permette de mesurer que telle ou telle action de prévention puisse être efficace. Donc en fait, on a vraiment trois axes de travail quand on va parler management des risques. Hein, c'est quelles sont les choses qu'on cherche à éviter. Hein, donc on a posé le sujet, disponibilité, compétences, engagement, à qui s'adresse l'accompagnement et comment on en mesure l'impact. Donc si on fait un focus plus particulier, je vais laisser la parole à Maxime, enfin. Oui, du coup, je voudrais qu'on refocus un petit peu sur la partie absentéisme. De quoi on parle sur l'absentéisme? Quand on parle d'absentéisme dans la fonction publique territoriale, il faut quand même se remettre un peu en perspective que toutes les absences, on ne va pas pouvoir travailler sur toutes les absences. Et quand on dit il y a beaucoup d'absentéisme dans la fonction publique territoriale, bien souvent on focus sur une partie de cet absentéisme, qui sont les absences pour raison de santé. Il y a de multiples raisons d'absence dans une collectivité, les congés annuels, les congés pour motifs syndicales, les absences pour les révisions, les concours. Et donc, il y a quand même à garder en tête que ce sur quoi, a priori, on va quand même plutôt agir, ce sont plutôt les absences pour raison de santé sur lesquelles, on va le voir ensemble, l'employeur a des marges de manœuvre. Donc, on va vraiment pointer du doigt les arrêts en maladie ordinaire, les arrêts longue maladie longue durée, et puis, a priori, les accidents du travail, accidents de service, maladie professionnelle et accidents de trajet. Toutes ces absences, on peut les classer selon trois typologies. On va tout d'abord peut-être identifier l'absentéisme structurel, qu'on va assez vite mettre de côté dans nos marges de manœuvre pour un employeur. Cet absentéisme structurel, c'est celui qui est induit par l'avis même d'une structure professionnelle qui emploie des agents. Il va y avoir là-dedans les congés pour formation, les préparations de concours, les congés annuels à prendre, le congé maternité. Tout ça vient finalement rythmer la vie normale d'une structure. Donc ça, on ne cherche pas à diminuer cet absentéisme structurel. Néanmoins, juste pour attirer votre attention sur cet absentéisme structurel, et vous le savez sans doute, si on ne cherche pas à le diminuer, néanmoins, il s'agit quand même de le maîtriser, de l'organiser au mieux, parce que si, par exemple, on octroie des congés dans un service de quelques personnes, on octroie pour 3 d'entre eux la même période de congé dans un moment de pic d'activité, forcément, ça va mettre le reste de l'équipe en tension, et donc du coup, mettre aussi en péril la délivrance des missions d'intérêt général, et puis sans doute commencer à générer de l'usure. Je laisse de côté cet absentéisme structurel. L'absentéisme conjoncturel, lui, c'est celui qui s'impose soit à l'agent, soit à la collectivité. Alors, quand s'impose à l'agent, bien sûr, la maladie, le Covid, un accident du travail, quelque chose qui empêche finalement l'agent de pouvoir travailler. Et puis, il y a celui qui s'impose, toutes ces contraintes qui s'imposent à la collectivité elle-même. Je pense peut-être une inondation, des travaux sur la route, quelque chose qui se passe et qui finalement empêcherait la collectivité d'accueillir ses agents pour réaliser leur travail.
Et puis enfin, il y a l'absentéisme dysfonctionnel. Et je précise même comportement et administratif. Alors, pour dissocier les deux, l'absentéisme dysfonctionnel, ça intègre bien sûr la notion d'abus dysfonctionnel dans le sens comportemental, mais ça dépasse cette notion d'abus. Les abus dans cet absentéisme dysfonctionnel, oui, effectivement, ça peut exister, mais en fait, quand on réalise des contrôles médicaux, on voit que finalement, ça reste faible, ces abus. Ici, l'absentéisme dysfonctionnel dont on parle, c'est plutôt celui qui résulte d'un état de lassitude, d'une démotivation vraiment plus profondément ancrée que la simple envie de prolonger des vacances ou un week-end, par exemple. Et donc, si on voulait justement illustrer ça, ça serait un agent qui, après une longue période d'absence pour raison médicale, eh bien, retarde l'échéance de son retour au travail. Alors, bien sûr, en lien avec son médecin du travail qui identifie cette nécessité de prolonger l'arrêt. Mais il y a quand même un effet d'écoute de la part du médecin qui est là pour protéger l'agent. Et tout ça quand même est très en lien avec la motivation de l'agent, la motivation individuelle, ses obligations de coopération avec un collectif de travail qui peuvent influencer ou pas son envie de venir travailler, son aptitude au travail. Voilà. Donc, pour deux pathologies identiques, pour deux difficultés médicales qui seraient vécues par deux agents sur deux postes à peu près similaires, on peut tout à fait imaginer la situation où l'un considère que c'est pas possible de venir au travail et l'autre aussi. Voilà. Donc, c'est là où on pointe du doigt l'absence dysfonctionnelle dite comportementale. Et puis, il y a aussi l'absentéisme dysfonctionnel plutôt de l'ordre administratif. En fait, on connaît bien sûr la simplicité du statut de la fonction publique territoriale et finalement ce que ça amène dans la gestion au quotidien pour les collectivités. Et ça, l'arrêt même, eh bien, souvent, la gestion de l'arrêt implique que parfois les durées d'arrêt sont allongées alors même que ce n'est pas motivé pour une raison médicale, mais tout simplement parce que administrativement, c'est compliqué de gérer l'arrêt, c'est compliqué d'obtenir les pièces. Par exemple, on est en attente d'un rendez-vous avec un médecin expert ou alors on est en attente d'une réunion d'une commission médicale qui doit se réunir dans quelques semaines ou quelques mois. Donc, cet absentéisme dysfonctionnel administratif, c'est là aussi identifier finalement toutes ces marges de manœuvre qui, dans la gestion, peuvent être actionnées pour pouvoir réduire ces absences. Alors, de tout ça, ce qu'on doit retenir, ce que je vous propose de retenir, c'est qu'il y a des absences qui sont compressibles et d'autres qui ne le sont pas. Et ces absences compressibles, on va quand même très fortement s'orienter sur la maladie, maladie ordinaire, les absences en longue maladie longue durée. Pourquoi ? Parce qu'on sait que derrière, même si on n'a pas de matière, que ce soit pour la maladie ou la longue maladie longue durée, on n'a pas de matière, c'est la boîte noire pour l'employeur de ce qui se passe pour l'agent, et heureusement. Néanmoins, quand on discute et avec les agents et avec les employeurs, on sait que là derrière, il peut y avoir des absences qui sont en lien avec le travail, avec une motivation en lien avec le travail. Donc, il y a une part de ces maladies ordinaires, et on ne parle pas de la gastro ou de la grippe, mais il y a une part de ces maladies ordinaires, de ces longues maladies longue durée, plutôt avec une connotation ancrage risques psychosociaux, et puis bien sûr, la quasi-majorité des actions du travail et des maladies professionnelles sur lesquelles on peut intervenir. Alors, il y a quelques points de repère pour finir de convaincre. Il y a l'Association internationale de la sécurité sociale qui dit qu'1 euro investi dans la prévention, par année et par salarié, ça rapporte 2,20 €. Il y a également une étude de l'OPPBTP, de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, qui dit que pour 100 € dépensés dans une action de prévention, l'organisation, la collectivité, la structure professionnelle en retire un gain de 219 à 311 € en fonction de leur grosseur. Et puis, peut-être pour finir sur cette notion d'arrêt compressible,
eh bien, la DARES estime qu'il y a 52% des absences en France, 52% des absences pour raisons de santé qui sont finalement compressibles, qui sont considérées comme pouvant être évitées, sur lesquelles l'employeur a des marges de manœuvre. Alors, si on applique finalement cette roue du management du risque dans l'intervention sur l'absentéisme, qu'est-ce qu'on peut se dire? Sur cette première partie, analyser dans le sens comprendre. L'objectif, c'est d'analyser pour engager des actions efficaces. Analyser qu'est-ce qu'il est en train de se passer, analyser les absences. Qui s'absente? Où est-ce que ça se passe? À quel moment interviennent ces absences? Est-ce qu'elles durent longtemps ou pas? À quelle fréquence? Sur quel mois? Quelle journée? Et puis, combien? L'idée étant de pouvoir finalement avoir une idée suffisamment précise pour pouvoir ajuster ce que l'on va faire par la suite. Donc, on va pouvoir définir des indicateurs sur les absences survenues, bien sûr, c'est ce qui se passe dans la majeure partie des collectivités, ensuite des indicateurs d'absence qui sont plus ou moins précis. Donc, on regarde dans le rétroviseur et puis de cette connaissance de ces arrêts, on va souvent orienter une action. Et puis, il y a aussi d'autres indicateurs, plutôt des absences à venir, parce qu'on peut, sans doute avec l'usure, l'ancienneté, l'usure des agents, l'usure physique des agents ou psychologique, l'ancienneté, la pyramide des âges, on peut sans doute prédire, il va se passer des choses. Il y a du coup, nous, chez Reliance, on porte deux discours. On peut faire des indicateurs, on peut identifier, construire des indicateurs sur du prédictif, c'est-à-dire du court terme, 2 semaines, 3 semaines, savoir qui va pouvoir s'arrêter dans quel type de métier. Et puis, on va aussi pouvoir avoir une vision beaucoup plus prospective à l'échelle de 4, 5, 6 années avec des calculs un peu plus compliqués autour des métiers de l'actuariat. Et puis, dans analyser, comprendre, c'est aussi analyser les causes qui risquent de générer des absences. Est-ce que ce sont plutôt les accidents de travail et les maladies professionnelles? Dans quel cas, a priori, on sait ce qui va devoir être fait. Le document unique, ça fait partie des leviers, bien sûr, l'analyse des accidents, etc. Et puis, si ce sont plutôt des maladies, et donc là, on sait un peu moins ce qui se passe pour l'agent, c'est difficile d'aller... On n'a pas vocation à proposer à l'agent des médicaments. Donc, en tant qu'employeur, quelles sont nos marges de manœuvre pour intervenir sur les absences en maladie ordinaire ou même maladie longue durée? Eh bien, ça va être plutôt le champ des risques psychosociaux, éviter que les agents se trouvent en difficulté au travail. Donc, il y a effectivement des études RPS, des baromètres sociaux, etc. Chez Reliance, on propose alors différentes façons de pouvoir piloter ces indicateurs, ces absences, pour savoir de quoi il s'agit et pour permettre aux employeurs de mieux connaître ces situations et intervenir le plus justement possible. On a cette illustration d'un outil qui s'appelle My Data Management, qui est hébergé dans ClickSense, qui tout simplement, on utilise Reliance étant aussi dans l'activité d'assurance statutaire, on utilise ce qui permet d'assurer les collectivités pour les mettre en scène et puis délivrer des outils de pilotage. Donc ClickSense, My Data Management, c'est vraiment un des outils qui est mis à disposition de nos clients. Et puis une deuxième illustration avec l'outil Menti Inside, qui un mode de fonctionnement un tout petit peu différent, où là, ce sont directement des données que vous avez saisies dans vos systèmes d'information des ressources humaines et qui vont être mises en scène pour pouvoir vous donner un pilotage des indicateurs le plus précis. Et l'intérêt, en fait, de ces deux systèmes, My Data Management, Menti, c'est cet aspect interactif, le forage de l'information. Une fois que vous avez identifié quelque chose, eh bien, on va pouvoir creuser pour aller chercher ce qui nous intéresse. Ensuite, la deuxième brique du management des risques, c'est l'anticipation. Anticiper pour éviter l'arrêt. On va faire de la prévention. Donc, faire de la prévention, ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter la survenance des accidents du travail, éviter la survenance, bien sûr, des maladies professionnelles. Et donc là, si on se concentre plutôt sur les risques physiques, accidents de travail, maladies professionnelles, ça va être
le travail des préventeurs, des assistants conseillers de prévention dans les collectivités, sécuriser les activités donc le matériel, les tâches et les lieux de travail dans lesquels évoluent nos agents. Ça va se traduire par sans doute des équipements de protection collective, des équipements de protection individuelle, de la formation, et finalement, tout ça revient à remettre en perspective les 9 principes généraux de prévention. Et puis, il y a aussi ce champ des facteurs, situations qui favorisent la survenance des arrêts en accident du travail, mais aussi des maladies, plutôt en lien avec les risques psychosociaux. Et là, on n'est plus sur des risques physiques, mais c'est un peu plus difficilement palpable. Et quelles sont les marges de manœuvre pour un employeur sur ces sujets-là? Eh bien, a priori, quand même, il y a un fondamental important qui est l'évaluation des risques psychosociaux. Une démarche de prévention des risques psychosociaux, ça passe par un diagnostic, un plan d'action. Voilà, on ne va pas expliquer là ce que c'est, mais ce champ des risques psychosociaux, forcément, il ne peut pas être mis de côté. Et donc, a priori, une fois qu'on a travaillé sur les risques psychosociaux, il y a une deuxième thématique qui intervient aussi, qui est finalement la qualité de vie et les conditions de travail. Et puis, globalement, toutes les actions qui favorisent le maintien en bonne santé des personnes, des personnels, des agents. Et là, finalement, l'employeur a toute légitimité à proposer de la vaccination, même si ce n'est pas obligatoire, ou des dépistages. Voilà, on sait aussi que dans la vie des agents, en fonction des âges, on peut être touché ou on peut être plus sujet, entrer dans une période où finalement on est plus sujet à déclencher des pathologies. Et là, l'employeur aussi peut avoir comme levier de proposer à ses agents de prendre un petit peu en main leur santé. Et puis, il y a dans cette anticipation quand même une grosse action qui me semble être nécessaire et qui est souvent portée par la strate managériale et puis les directions des ressources humaines qui sont les régulations de problèmes. Éviter les arrêts. Combien d'arrêts sont motivés par un problème d'entente, de mauvaise régulation, d'une difficulté qui a été vécue dans la structure et qui n'a pas été suffisamment prise en charge. Et du coup, de fil en aiguille, on arrive à une absence de l'agent. Et puis, la dernière brique, une fois que l'absence survient, il ne faut pas se dire que l'employeur n'a plus de marge de manœuvre. Bien au contraire. Même si finalement, il faut quand même mettre le paquet et l'énergie à dépenser, selon moi, reste dans l'analyse et l'anticipation. Une fois que ça survient, comment ça doit se passer? Eh bien, ça doit se passer que l'employeur doit garder en tête qu'il a une action à mener pour accompagner et soutenir ses agents. Alors, comment on fait? Il y a bien sûr ce lien qui doit être conservé par la DRH, par l'encadrant. Tout ça est à questionner avec les OS, avec les organisations syndicales, les partenaires sociaux, est à questionner avec l'agent lui-même au début de son arrêt. Il y a aussi sans doute une difficulté, il se peut que cette absence, pour l'agent, ça soit une problématique plus profonde, personnelle, individuelle, sociale. Et donc, on peut aussi là proposer aux agents, de la part de l'employeur, des accompagnements psychologiques, des accompagnements sociaux. Et bien souvent, les problèmes n'arrivent pas seuls, donc les deux sont bien il est bien de les allier tous les deux. Et puis, bien sûr, quand on parle d'arrêt, forcément, on parle aussi possiblement de précarité financière, parce qu'à un moment donné, il y a le statut qui est protecteur, il s'arrête quand même, notamment pour la maladie ordinaire, où au bout de 3 mois, ça commence à tomber. Donc, il y a forcément cette notion de soutenir l'agent également autour de la protection sociale complémentaire, prévoyance ou santé. Et puis, dans cette phase de réaction, limitation d'impact, je trouve qu'on met insuffisamment d'énergie dans le retour après absence. Et je pense que c'est ennuyeux parce que c'est un manque de reconnaissance de l'agent. Il est absent. Il y a un service qui n'est pas réalisé. Et donc, forcément, à son retour, je pense que le considérer,
eh bien, c'est important. Donc, le considérer comment? Eh bien, ça va être des choses assez simples, hein, une visite médicale de reprise pour adapter peut-être le poste au mieux ou s'assurer que tout est OK d'un point de vue de ses aptitudes à tenir son activité. Et puis, c'est sans doute aussi une action managériale avec un entretien de réaccueil qui pourrait être mené par l'encadrement. Et puis, quand on a fait tout ça, il est quand même nécessaire de revenir, c'est une boucle un peu sans fin, hein, d'amélioration continue, de revenir à l'analyse. Est-ce que tout ce qu'on a fait, eh bien, ça crée de l'impact? Est-ce que ça a eu pour conséquence de diminuer l'absence, soit la durée, soit le nombre d'absences? Et donc, à ce moment-là, eh bien, il faudra se reposer la question de ces indicateurs qu'on avait identifiés dans un premier temps. Est-ce que ils sont en amélioration, ces indicateurs? Et sinon, s'ils ne sont pas en amélioration, c'est qu'a priori, on a soit tapé à côté, soit pas tapé assez fort, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir réajuster le tir pour que on s'assure vraiment de l'efficacité des actions qui seront conduites. Alors, effectivement, on sera, merci Maxime, pardon, on sera manager des risques que si on arrive à mesurer l'impact. Alors là, ce qu'on vous propose, c'est de regarder des cas d'usage. Alors, des cas d'usage ne sont par définition pas reproductibles, mais peuvent inspirer. Et puis quand on parle de mesure d'impact, bien sûr, le Graal de tout un chacun, c'est qu'est-ce que ça amène en termes d'amélioration des conditions de travail et de réduction de l'absentéisme, mais c'est aussi réfléchir sur l'impact en termes de qualitatif, hein, quel est le ressenti des agents, comment est-ce que ça améliore au quotidien le fonctionnement des équipes ou comment ça améliore l'activité. Et donc, il y a vraiment cette étape de mesure d'impact et de réfléchir à comment est-ce qu'on va mesurer qui est importante. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par le témoignage de la mairie de Pluneret, en Bretagne, qui a mené une démarche, une double démarche autour de la compréhension de l'absentéisme et des qualités de vie au travail et des RPS, qui a mené un certain nombre d'actions et sur lesquelles on a pu mesurer l'impact que c'est pu avoir. Alors, le temps que j'aille chercher la vidéo, il s'excuse, il ne pouvait pas être présent aujourd'hui, il aurait aimé participer, mais il a quand même souhaité témoigner à distance. Dès mon arrivée en mars 2017, donc à la mairie de Pluneret, le message des élus était clair. Il fallait faire baisser le taux d'absentéisme global. Du coup, pour eux, la méthode et les leviers à actionner importe peu. Ils me laissaient carte blanche. Du coup, j'ai pu constater en effet qu'il y avait de nombreux arrêts en augmentation depuis 2014, date de renouvellement du mandat, pour tous les types d'arrêts, avec une augmentation également de leur durée moyenne. Le taux d'absentéisme était alors de 24,4% en 2016 et le nombre de jours d'absence était en 2017 de 4 641 jours pour 56 agences, qui était vraiment important. Le contexte était très lourd. Une rupture de communication importante entre les élus et les agents, avec un passif découlant notamment d'une position finalement assez ferme de la part des nouveaux élus de 2014 vis-à-vis des fonctionnaires, un dialogue social quasiment inexistant, une communication entre services difficile, avec plus ou moins des jeux de pouvoir assez complexes, en particulier avec certains représentants du personnel, et puis un management inapproprié de certains responsables de service. Bref, tout ça faisait que personne se sentait finalement à l'aise au sein de cette collectivité. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré l'ensemble des agents, tous les agents, collectivement, mais aussi individuellement. Et au vu de ce petit diagnostic, j'ai proposé au maire de travailler sur les risques psychosociaux pour l'ensemble des agents de la collectivité et non pour un seul service, comme ça aurait pu être le cas, puisque un service était clairement identifié par les uns et les autres comme vraiment en difficulté. J'ai aussi senti, à travers tous les entretiens que j'ai pu mener, une volonté de nombreux agents de sortir, entre guillemets, de ce contexte très pesant. Du coup, je me suis rapproché du centre de gestion, j'ai pu compter sur son soutien en termes d'accompagnement, et c'est le centre de gestion qui nous a orientés vers le cabinet Neria à l'époque. Du coup, dans la démarche, il a été primordial d'intégrer les élus dans la réflexion.
Cette décision d'enclencher cette démarche, qui aussi y avait un coût, hein, bien sûr, devait être validée en comité technique pour avoir un impact probant. Du coup, ensuite, dans la démarche, avec le cabinet Neria, on a mis en place un groupe de travail et bah, finalement, une relation de confiance a été trouvée entre la direction et les agents, en tout cas pour la plupart des agents. Et puis, avec mes collègues de la direction, on a eu de cesse en fait de placer ce sujet au cœur de toute l'action publique et du management qu'on souhaitait mettre en place pour faire évoluer les choses positivement. Le rythme finalement relativement important des échanges nécessaires à la concrétisation de cette étude a permis également de mieux se connaître. Et donc ça, c'était vraiment important. En parallèle, les échanges que j'ai pu mener et qu'on a pu mener avec les élus ont apaisé les tensions. Voilà, je ne cache pas aussi que finalement, les mobilités internes, y compris au sein du groupe d'élus, bah, du coup, ont aussi favorisé le passage à une étape différente du passé. Voilà un petit peu tout le contexte qui, euh, qui a entouré la mise en place de cette réflexion. Incontestablement, le doigt a été mis et l'accent a été mis sur la communication, sur l'amélioration de la communication, d'une part entre les élus et la direction et les services, et d'autre part entre services. Il fallait, le message était assez clair au vu des résultats du questionnaire qui avait été mené dans la phase de diagnostic. C'était, il faut redonner du sens à l'action publique. C'était vraiment important. Du coup, on a restructuré les réunions de bureau municipal pour apporter de la transparence dans la décision auprès de mes collègues. On a mis en place un comité de direction tous les 15 jours, des réunions trimestrielles avec les responsables de service, des réunions avec l'ensemble des agents et sur des thématiques plus spécifiques aux ressources humaines. On a également amélioré l'ensemble des process, rédigé des procédures internes et apporté de la transparence. C'était vraiment quelque chose de très, très important et une attente forte de la part de mes collègues. Les méthodes d'avancement de grade ont été clarifiées, expliquées, les perspectives d'évolution ont été établies. On a accompagné les agents quand ils arrivent dans la collectivité et on a développé aussi tout le process de prévention, donc de, 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 de prévention dans le cadre de la qualité de vie au travail, dans le cadre du travail. Mais c'est vraiment sur la communication qu'on a axé nos efforts. Sur l'ambiance, c'est toujours un petit peu délicat d'en parler de manière objective. L'idéal serait effectivement de refaire le questionnaire qu'on avait fait de manière initiale pour nous permettre de mesurer finalement les efforts qu'on a accomplis et les résultats. Toutefois, on sent bien que depuis 2019, l'ambiance a vraiment évolué, elle est beaucoup plus sereine. On avait établi donc un panel d'actions dans la dernière phase de l'étude, qui arrivait à peu près 80 actions. Tous les ans, on suit la mise en œuvre de ces actions. On est aujourd'hui à 85% à peu près d'actions réalisées. Donc, on est sur un bon taux et tous les ans, du coup, c'est l'occasion aussi de se replonger un petit peu dans cette étude pour présenter ce suivi au CHSCT, maintenant en formation spécialisée. Les réunions du comité technique ou du comité social territorial et de la formation spécialisée, du coup, depuis 2-3 ans, se passent très très bien dans un esprit de construction, sans nier bien évidemment le dialogue qui doit y exister. Malheureusement, le Covid est passé par là, ou heureusement sous certains aspects, et notamment sur la partie solidarité, on a pu constater qu'effectivement, bah, l'ensemble du personnel avait été solidaire pendant cette période. C'est toujours de mise aujourd'hui et la bienveillance et de rigueur dans les rapports que nous nouons entre nous. À titre d'exemple sur l'ambiance, juste un exemple, on a eu l'occasion le 8 juillet dernier d'organiser le déménagement de l'école maternelle. On a 5 classes à l'école maternelle parce qu'elle va être en travaux et elle est actuellement en travaux donc pour quelques semaines. Du coup, c'était un gros chantier. On a sollicité l'ensemble des agents, des 62 agents, 34
sont venus du coup volontairement un samedi matin pour faire ce déménagement. Je, je considère ça comme effectivement un indicateur de réussite de la démarche qui a été menée donc depuis 2017-2018 et qui perdure aujourd'hui à la mairie de Pluneret. En termes d'absentéisme, en termes de chiffres, le nombre de jours d'absence, je rappelle, plus de 4600 en 2017. Aujourd'hui, on est à 2100 jours d'absence et un taux d'absentéisme inférieur à 10%. Voilà, ces efforts vont également se faire sentir dans le prochain contrat d'assurance des risques statutaires que nous allons passer à compter du 1er janvier 2024. Aujourd'hui, ce qui nous réjouit au sein de la direction et bien évidemment de l'ensemble des agences, c'est que tout le monde va dans le même sens, tout le monde travaille pour un objectif commun qui est celui du service public. Et voilà, je suis assez content que grâce à l'ensemble des agents et des élus et du cabinet qui nous a accompagnés, on arrive aujourd'hui à faire de Pluneret une commune qui visiblement est aussi reconnue dans le territoire pour sa qualité de vie et de bien-être au travail. Mon micro a été coupé, je viens de me rendre compte. Donc, on remercie M. Rideau à distance. C'est dommage qu'il n'ait pas pu participer parce que forcément, son témoignage entraîne beaucoup de questions. En tout cas, moi, je le trouve intéressant à plusieurs titres. C'est premièrement, il n'y a pas de solution unique. On voit bien que c'est un ensemble de solutions qui sont mises en place, qui potentiellement peuvent arriver à un résultat. Deuxièmement, il n'y a pas de mesure unique. On ne peut pas avoir une méthode unique de dire, voilà, on met en place tel type d'action, on va mesurer comme ça, comme ça. C'est vraiment des questions qui doivent se poser structure par structure en se disant qu'est-ce que j'ai envie de mesurer. Et là, on voit bien qu'il mesure sur trois dimensions, l'ambiance, la qualité de travail et l'absentéisme. Donc, c'est vraiment, en tout cas, et l'exercice a aussi obligé de se poser la question vraiment de ce qu'on a envie de mesurer. Notamment, il se serait peut-être pas poser cette question de l'ambiance si on n'avait pas posé la question de comment est-ce qu'on mesure l'impact de nos démarches de prévention. En conclusion, et malheureusement on va arriver en conclusion parce que les jours qui passent, on va prendre comme quelques questions, mais en conclusion, vous retrouverez aussi dans le support que vous aurez dans les jours qui viennent. On a mis d'autres exemples d'actions sur lesquelles on peut se poser la question de comment est-ce qu'on mesure. Donc, vous aurez un exemple sur une démarche en ergonomie et un exemple sur la médiation, donc à des échelles un petit peu différentes. Est-ce qu'on peut prendre peut-être deux, trois questions dans les questions que vous nous avez posées et puis questions auxquelles on ne peut pas répondre, eh bien on y répondra via le lien que vous recevrez dans quelques jours. Il y a notamment une question autour de quid de l'absentéisme dû à l'employeur. Donc je pense que là, on a une partie de la réponse dans le cas d'usage qui est présenté par la mairie de Pluneret. On voit bien que il y a de l'absentéisme. On était bien sur l'absentéisme compressible tel que le présentait Maxime tout à l'heure. C'est de l'absentéisme qui était généré par l'organisation, que ce soit par rapport à l'ambiance, que ce soit par rapport à la défiance peut-être qu'il y avait entre les élus et les agents, que ce soit par rapport à la mauvaise communication entre les équipes ou que ce soit par rapport à du management qui était mal accompagné. Oui, c'est de l'absentéisme qui est dû à l'organisation. Alors, c'est pas forcément dû à l'employeur, c'est pas le maire qui a mis les agents en absence, mais c'est dû vraiment à l'organisation telle qu'elle était à cette époque. Et quand on parle d'absentéisme compressible, une grande partie de cet absentéisme, c'est vraiment de l'absentéisme qui est dédié à l'organisation, et en allant jusqu'à ce qu'évoquait aussi Maxime tout à l'heure, sur la façon dont on peut avoir de la difficulté à gérer les absences au regard d'un certain nombre de contraintes, et que vous avez évoqué ici il y a plusieurs fois dans le chat, sur les délais que l'on peut avoir, sur des agents qui sont en attente de décision sur du CLM. Donc, bien sûr, tout ça, ça fait aussi partie de l'absentéisme, entre guillemets, qui est lié à la façon dont on est organisé d'une manière générale. En tout cas, j'espère que ce webinaire aura répondu à vos attentes. C'est toujours trop court. On est toujours frustré parce qu'on aimerait vous dire plein de choses.
Mais du coup, on va vous inviter au prochain. Il y en aura d'autres, on aura d'autres occasions d'échanger. Notamment, vous pouvez prendre rendez-vous le 2 octobre prochain où on présentera les résultats de l'absentéisme de l'année 2022, donc la publication du panorama que l'on publie annuellement sur la qualité de vie au travail et la santé des agents. Vous pouvez retenir aussi comme date le 19 octobre prochain où on abordera l'accompagnement des collaborateurs qui ont des problèmes de santé, qui rejoint des verbatims que j'ai pu voir dans le chat sur l'accompagnement au long de l'arrêt. Il est aussi important. Donc on abordera ce sujet le 19 octobre. Donc j'espère vous y voir très nombreux comme aujourd'hui. En attendant, je vais vous souhaiter un très bon après-midi et merci Maxime pour ta participation et à très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.